de l'Agence de la couverture maladie universelle. Hissène Habré condamné à la prison à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires. Le verdict est tombé ce matin à Dakar. L'ancien président tchadien est reconnu coupable de crimes contre l'humanité, d'homicide et de torture. Le film de l'événement et les réactions dans cette édition. Bonsoir à tous. Les rideaux viennent de tomber sur la cérémonie de lancement des travaux du marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs de Diamniadio. Le président Macky Sall a procédé cet après-midi à la pose de la première pierre de ce projet de 105 millions de dollars. En plus du marché international, il y a aussi la construction d'une gare destinée exclusivement aux gros porteurs. Le marché international et la gare des gros porteurs vont créer un véritable écosystème commercial, des emplois et une plateforme pour les acteurs économiques où ils pourraient utiliser les différentes infrastructures pour réguler les coûts et améliorer le service. Le projet va durer 14 mois. 15% de son financement sera supporté par le Sénégal et 85% par Exim Bank de la Turquie. L'ambassadeur de France à Dakar fait ses adieux au terme d'une carrière diplomatique bien remplie qui s'achève au Sénégal. Son Excellence Jean-Félix Paganon quitte notre pays en retenant les valeurs démocratiques qui font du Sénégal un modèle en Afrique et dans le monde. Les relations entre Dakar et Paris se sont densifiées dans le domaine des échanges économiques. L'ambassadeur de France à Dakar a été élevé aujourd'hui au rang de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Voici son Excellence au micro de Pape Birambi Ndiaye. Monsieur Jean-Félix Paganon, nous vous faisons commandeur dans l'Ordre national du Lion. C'est une émotion particulière parce que c'est le terme de ma mission au Sénégal, mais c'est aussi le terme de ma carrière diplomatique puisque je prends ma retraite. Et donc, je quitte le Sénégal sans amertume puisque toute possibilité de rester plus longtemps était exclue, mais avec beaucoup de tristesse. Mais en même temps, je dirais, beaucoup de plaisir, d'une certaine façon, de constater que le dernier poste que j'aurais occupé aura pour moi été le plus riche humainement, le plus riche professionnellement. Et donc, je crois que c'est pour moi la meilleure façon de mettre un terme à ma vie professionnelle, qui je crois crée une relation très forte et très vivante. Mais cette relation, elle est aussi fondée sur l'histoire, elle est fondée aussi sur le partage des valeurs, et je crois que l'exemplarité démocratique du Sénégal est à relever. Et enfin, elle est fondée sur un partage d'intérêts. Il y a un véritable intérêt économique des investisseurs français au Sénégal. Je crois qu'aussi le Sénégal tire le meilleur profit de la coopération française, qu'il s'agisse bien sûr de l'aide publique au développement, mais qu'il s'agisse aussi des investissements, et il y a de nombreux projets d'investissement particulièrement prometteurs. Nous revenons sur l'actualité de cet après-midi, la pose de la première pierre du marché d'intérêt national à Diamniadio. Le président de la République, Macky Sall, veut une exécution rapide des travaux. Nous écoutons le chef de l'État. 3 semaines après le lancement de Dakar Arena, qui est le parc multisport du centre d'exposition et de l'hôtel 5 étoiles, je suis heureux de me retrouver à nouveau ici à Diamniadio pour procéder à la pose de la première pierre du marché d'intérêt national, de la gare des gros porteurs et de l'usine de fabrication de mobilier. Le démarrage de ce projet phare qui nous réunit aujourd'hui constitue un jalon important dans la mise en œuvre de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Le PSE, comme vous le savez, ambitionne de procéder à une transformation structurelle de l'économie à travers, entre autres,
le développement d'infrastructures de production et de commercialisation dans le cadre d'un environnement compétitif permettant à la fois la modernisation progressive des circuits de distribution et l'accélération de la consommation intérieure. Lieu de négoce de gros, le marché d'intérêt national a pour objectif de regrouper sur un même lieu l'offre des grossistes, producteurs et prestataires de services et la demande des acheteurs dans les secteurs de l'alimentaire et de l'horticulture. En effet, réservé aux producteurs et aux commerçants, ce marché contribuera, sans nul doute, à une meilleure organisation des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires. Mais ce marché permettra également de faciliter l'animation de la concurrence de ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations. Mesdames et Messieurs, ce projet répond à ma volonté d'accompagner le secteur privé sénégalais. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, vecteur important de la croissance et de la création d'emplois, qui disposera ainsi d'infrastructures et d'équipements commerciaux conformes aux exigences de la modernité. La création de ce marché d'intérêt national est aussi l'un des aspects qui matérialisent ma politique en matière d'urbanisme commercial en vue de corriger le développement non maîtrisé des espaces commerciaux. Ce marché, on l'a décrit sur une superficie bâtie de 50 805 mètres carrés, construit sur un domaine de l'État de 24 hectares, outre les commodités qu'il offre, comportera des aires de stockage ou magasins avec des chambres froides intégrées pour le stockage des produits agricoles. Jusque-là, le Sénégal a été habitué malheureusement à de petites cantines, souvent inférieures à 24 mètres carrés, 30 mètres carrés. Nous allons passer à une dimension plus essentielle, plus fondamentale, et à des conditions d'hygiène et de conservation des aliments qui soient à la dimension des standards internationaux. Nous aurons également de grands halls et je suis heureux que Monsieur le Président des architectes apporte la participation de nos architectes dans ces projets. Et j'invite véritablement nos amis turcs qui sont impliqués dans des projets au Sénégal à davantage travailler avec les architectes nationaux. Aux abords de ce marché sera édifiée sur une vaste superficie, on l'a dit, de plus de 9 hectares, une gare de gros porteurs. Là aussi, je pense que nous aurons des améliorations par rapport à l'encombrement des camions et autres véhicules sur la voie publique. Une grande aire de stationnement pour 187 camions gros porteurs dans la première phase et autres véhicules avec possibilité d'extension. Le coût du projet sera de l'ordre de 105 millions de dollars US, donc à peu près plus de 50 milliards de francs CFA, dans un délai de réalisation de 14 mois. Là, j'invite nos entrepreneurs aussi constructeurs à s'inspirer de l'exemple turc. Vous voyez, il y a des projets que j'ai remis depuis 2 ans à des entreprises sénégalaises. On n'a pas encore 1 mètre de mur. C'est ça aussi le problème. A-t-on vraiment le temps d'attendre des gens qui marchent au pas du caméléon, au moment où l'attente des populations et des citoyennes est très grande? Alors donc, je pense, nous voulons véritablement associer
nos entreprises, il faut qu'elles se mettent un peu à niveau, bien sûr, par la co-contractance peut-être déjà, les mettre au rythme. Mais il faut que les gens travaillent selon le rythme qui est imprimé. Cette université en face, elle est donnée depuis 1 an et demi. C'est trop lent. On ne peut pas attendre ce type de travail. Kaolack, on est encore dans les procédures 2 ans après. Ça, ce n'est pas possible. Donc, si ça continue, moi, je vais proposer au Parlement des procédures d'accélération qui nous permettront de gagner du temps. Après ce discours du chef de l'État à l'occasion de la pose de la première pierre du marché d'intérêt national, les réactions n'ont pas manqué sur place. Je vous propose quelques-unes. C'est une fierté pour les opérateurs économiques de voir ces réalisations, puisque c'est des choses qui sont importantes à réaliser par rapport aux activités menées par nos opérateurs économiques. Et ça, la Chambre de commerce l'a très vite compris, parce que ces projets, comme on vient de le dire, le président Mansour Kama de la CNES en a parlé, la Chambre de commerce de Dakar a toujours soutenu des projets pareils, et ça fait plus de 10 ans qu'on a travaillé dessus, mais c'est la vision du président Macky Sall et son appui qui a fouetté à une baguette magique la mise en place de ces projets-là, qui va booster les relations commerciales, qui va anticiper le développement de nos unités de production. Et aujourd'hui, c'est une chance pour les opérateurs économiques d'avoir des infrastructures de cette dimension. Il s'agit d'une cohérence d'ensemble. Comme vous le savez déjà, en brut, dans le cadre des résultats directs, les exportations ont une croissance très soutenue. Sur l'année 2015, le 31 décembre, on est arrivé à 1370 milliards, soit une croissance de 13,7%. Mais cela, il est assujetti surtout à la qualité de l'offre exportable, mais également au lancement dans le cadre des différents marchés. La qualité de l'offre exportable, c'est non seulement sur le frais, et c'est très important, les produits alimentaires, les produits agricoles et les produits horticoles. Il s'agit du stockage, il s'agit du transport, il s'agit de la qualité et de la manutention. Pour cela, il faut que la rupture de charge soit une rupture de charge effective dans des zones où exempt de tout ce qui est pathologie sur l'offre exportable. Et c'est ça aujourd'hui l'intérêt de ce marché d'intérêt national. Le marché d'intérêt national, c'est d'abord un écosystème économique et commercial dans lequel vous avez des PME avec des aires de stockage, des espaces de commercialisation, des bureaux, mais également tout un ensemble donc, de prestataires de services, comme les banques, comme les logisticiens, c'est-à-dire les transporteurs. Et tout cela offre un espace de commercialisation et de transformation des produits extrêmement important pour le Sénégal. Alors l'avantage c'est quoi? Tout d'abord, pour le marché intérieur, ça permet de sécuriser la consommation. Parce qu'avec le marché international, nous avons justement la possibilité de pouvoir mieux réguler les prix des denrées et des produits alimentaires. Deuxième élément, ça augmente les revenus des producteurs. Parce qu'aujourd'hui, un producteur d'oignons ou de pommes de terre, de pots d'or, peut venir dans le marché, stocker ses produits et les vendre à un prix rémunérateur. Mais également, c'est aussi pour la sécurité des consommateurs. Parce que nous avons des aires de stockage, 750 mètres carrés d'espace froide pour stocker les produits à l'intérieur du marché et 1200 mètres carrés au niveau de la gare des gros porteurs pour stocker les marchandises. Donc pour la sécurité des consommateurs, mais également les produits sénégalais qui connaissent souvent 40% de pertes post-récolte peuvent être également stockés dans les périodes creuses. Aujourd'hui, vous savez que le Sénégal importe de l'oignon alors que nous produisons plus de 350 tonnes d'oignons. Donc le marché offrira justement la plateforme de pouvoir stocker pendant les périodes de non-production et de pouvoir commercialiser dans les meilleurs moments. Mais également, c'est aussi un moteur pour les exportations. Parce qu'à partir du marché international, on pourra maintenant aller à l'assaut du marché sous-régional, notamment l'UEMOA et la CEDEAO. Et vous savez que l'UEMOA et la CEDEAO constituent la moitié de nos exportations. À partir du moment où vous avez dans ce marché un cadre réglementé où vous pouvez faire du commerce, vous êtes obligé d'abord de vous identifier en tant qu'entreprise. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas modernisé, si vous n'êtes pas identifié en tant qu'entreprise, si vous n'avez pas un INEA, vous n'êtes pas une entreprise structurée, vous ne pouvez pas opérer dans le marché. Mais également, ça facilite la commercialisation parce que vous savez la difficulté que nous avons au Sénégal, c'est entre la production et le consommateur et les espaces de stockage, les espaces de transport ont souvent manqué. Ce qui fait donc qu'il y a souvent une rupture de charge qui fait que ça a augmenté le prix des produits, mais également vous avez aussi une rupture de la chaîne des froids qui était nocif à la santé des consommateurs. Donc, il est en train de se passer ici à Diamniadio une révolution parce qu'il y a cela 2 ans,
Ici, il n'existe aucune infrastructure. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons sortir de terre des infrastructures de grande envergure en vue de créer une ville nouvelle avec une mixité fonctionnelle, économique, sociale, administrative. Il y a cela 2 semaines, nous avons lancé, avec le président de la République, a lancé le stadium, le complexe sportif multifonctionnel, a lancé l'hôtel 5 étoiles, le centre d'exposition. Aujourd'hui, il vient de lancer le match d'intérêt national et la gare des gros porteurs. Toutes ces infrastructures ont un impact non pas sur le plan économique seulement, mais également sur le plan social. Parce que c'est des emplois énormes qui vont se créer ici, avec une mixité économique. Parce qu'on s'est rendu compte que près de 40% de la production agricole et horticole n'arrivait pas aux consommateurs sénégalais. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une de telles infrastructures-là mérite d'être appuyée par la volonté du président de la République. Et je pense que de ce point de vue, on est sur une bonne perspective. Un projet qui est fondamental, qui connaît Rungis à Paris, qui connaît également la production agricole de ce pays et le facteur limitant qui est le stockage, qui est la transformation et la distribution. L'acte qui est posé aujourd'hui était particulièrement important. Vous savez, l'émergence, c'est d'abord des investissements stratégiques dans le domaine industriel, dans le domaine commercial. Et le marché d'intérêt national que le président vient de poser aujourd'hui, va permettre d'abord d'avoir une sécurisation de notre production nationale agricole. Les produits agricoles, vous le savez, c'est 30 à 40% de pertes post-récolte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stockage froid. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transport adéquat, il n'y a pas une logistique appropriée. Ce projet va permettre au Sénégal d'avoir un seul point d'éclatement, un seul point de regroupement, mais surtout un seul point de dispatching de toute la production. Ça va nous permettre de réduire les pertes post-récolte, mais ça va permettre également de créer beaucoup d'emplois. Et nous, au niveau des mairies, des communes du Sénégal, nous devons faire exactement la même chose. Au niveau de Sandiara, dans la zone industrielle de Sandiara, nous avons aussi un marché qui est à côté de cette zone industrielle, qui permettra aux 15 entreprises, aux projets agricoles, de pouvoir aussi écouler leur production, de les acheminer vers Diamniadio. C'était un grand plaisir, un grand jour de pouvoir constater l'excellence des relations entre la Turquie et le Sénégal. C'est une relation au plus haut niveau, c'est des liens d'amitié, de fraternité qui lient nos deux peuples. Ces grands projets sont la continuation d'autres projets qu'on a lancés il y a 3 semaines, et c'est une continuation. Ces projets vont avoir le résultat de créer beaucoup d'emplois. C'est un investissement en fait ici au Sénégal qui va générer des emplois et d'autres secteurs d'activité. L'industrie de meubles, c'est le meuble avec des tissus et autres choses qui vont être construits. Donc moi, ici, en tant que représentante de la Turquie, je voudrais envoyer au peuple sénégalais les salutations du peuple turc, amis et frères, et aussi partager cet enthousiasme du plan Sénégal émergent et de cette volonté du peuple sénégalais d'aller de l'avant et de développer davantage le pays. Ce lundi matin, le ministre de la Culture et de la Communication a installé le comité scientifique du Musée des civilisations noires. Le comité a pour mission de définir le contenu et les orientations du lieu symbolisant l'histoire du monde noir. Le dit comité va dans un premier temps préparer la tenue de la conférence internationale de préfiguration du musée. La rencontre prévue du 28 au 31 juillet va réunir plusieurs experts. Jeanne Dior. Je déclare installé le comité scientifique du Musée des civilisations noires. Il est officiellement installé ce lundi avec une quinzaine de membres. Composé d'administratifs, d'universitaires, d'hommes de lettres et de culture, le comité scientifique du Musée des civilisations noires a pour rôle de faire réfléchir les experts sur tous les aspects de la culture du monde noir. Le comité scientifique a le devoir de prendre les contacts nécessaires au niveau africain, c'est déjà en cours, de préparer la thématique, les panels qui vont discuter de ce que sera le musée. Nous n'avons envie de copier absolument personne, nous voulons créer quelque chose de nouveau. Et c'est pour créer quelque chose de nouveau que nous allons provoquer le débat. On va provoquer le débat dans le cadre de cette conférence internationale de préfiguration où nous allons revisiter
le concept de musée. L'Afrique va, à travers cette conférence internationale prévue du 28 au 31 juillet, s'ouvrir au monde. Le produit attendu de cette réflexion sera l'élaboration de grandes orientations scientifiques du musée. Il s'agira aussi, et en définitive, de faire un bilan scientifique sur les travaux relatifs au monde noir, d'interroger la trajectoire des civilisations noires dans un monde global et, si cela est nécessaire, dans un monde métissé. Cet espace de dialogue qui se veut un musée de création continue et comme un outil d'enracinement pour ces acteurs, il va permettre aux différentes générations de s'approprier leur histoire. Nous sommes entrés dans un monde de pensée unique où de plus en plus les nouvelles technologies de l'information et de la communication visent à créer un monde dans lequel la culture devient un phénomène banalisé à un point tel que nous assistons au développement d'une pensée unique, d'une vision unique du monde qui risque, si l'on y prend garde, d'effacer à tout jamais l'héritage des civilisations. La cérémonie d'installation se tient dans un contexte de célébration du cinquantenaire du premier festival mondial des arts nègres. Le comité, qui a pour mission de définir le contenu et les orientations du musée, va céder la place à une autre structure, le Conseil scientifique du musée des civilisations noires. Dans le même temps, la 12e biennale de l'art africain contemporain qui se poursuit jusqu'au 2 juin à Dakar et en région, notamment dans son volet off. Aujourd'hui, nous vous amenons à l'expo de l'espace VEMA, l'endroit dédié depuis 20 ans au design, rend hommage à de grands noms de l'art sénégalais avec une fenêtre ouverte sur le design. Il faut dire que c'est grâce à l'engagement de la promotrice de l'espace, Binta Niang Cissé, que sont nés les off de la biennale de Dakar au Mindour. Krembay, Babacar Loba ou encore Diatasek, c'est aux grands maîtres de l'art contemporain sénégalais qui ont tiré leur révérence que rend hommage l'espace VEMA dans le cadre des off de la 12e biennale de l'art africain contemporain. Parmi eux, Amadou Sow. Amadou, pour moi, c'est une partie de moi qui est partie. Je suis en deuil, je ne pouvais pas exposer sans me rappeler de Amadou. Le père du logo du Dakar faisait en effet partie intégrante de la grande famille de cet endroit, dont l'ancêtre, la galerie 8F, a vu naître les off de la Biennale de l'art africain contemporain. En 92, quand il y a eu la Biennale de Dakar, j'ai pris tous les artistes contemporains qui n'étaient pas sélectionnés, qui étaient fâchés. J'ai ouvert la galerie 8F, qui était ma propre maison, et ça a été le premier off. Ça a été un off super. D'où est née donc la galerie 8F. Et aujourd'hui, cet espace qui a 20 ans, que j'ai ouvert en 1995 pour un projet de design. Aujourd'hui, le off du Dakar a essaimé et cette année présente près de 300 événements. Pour ces 2 décennies d'existence, l'espace VEMA, en plus de l'hommage au grand maître, reste ainsi fidèle à ses premières amours. Oumi Sen, ingénieur en génie civil de profession, fait partie des designers invités. Pour cet événement, j'ai voulu créer des miroirs. La technique me vient du Kenya, après un de mes séjours dans l'Est de l'Afrique. Fatili a, elle, choisi les arts de la table comme mode d'expression avec sa collection d'assiettes Nguka. Prendre part à ces off de la Biennale est pour la céramiste un acte de résistance. Le design n'est plus présent dans la Biennale, mais d'une certaine manière, nous essayons, nous forçons la porte et à travers le off, nous faisons vivre le design aux Sénégalais. Continuer à faire exister le design au Sénégal envers et contre tout, 20 ans après la naissance de l'espace VEMA, Binta Niang Cissé n'est pas près d'abandonner le combat. Elle devra accueillir à terme 30 000 étudiants. Elle propose 11 UFR de formation et de recherche aux apprenants. Il s'agit bien de l'université Sine Saloum et l'âge Ibrahima Niasse qui vient de tenir sa première rencontre avec les partenaires scientifiques internationaux. La réflexion devrait aboutir à la mise en place d'un cadre multilatéral d'échange et recueillir également les suggestions des partenaires sur les orientations de l'UCN. Cédina Dunfal. C'est la première rencontre des partenaires scientifiques internationaux de l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niasse. L'UCN, université dédiée à l'agriculture, devra accueillir 30 000 étudiants,
11 unités de formation sont proposées. Elles seront réparties entre Kaolack, Fatick, Tambacounda, Diourbel et Kaffrine. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a dans sa vision du plan Sénégal émergent accordé une place centrale et prioritaire à l'agriculture. Cette vision nécessite pour sa mise en œuvre que ce secteur puisse être doté des meilleures compétences et ressources humaines qualifiées afin de pouvoir concrétiser la vision. L'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France, Agrignum, vient lui aussi accompagner l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. L'objectif de cette université et son ambition nous a assez vite enthousiasmés. Vous avez su nous faire partager ce projet d'avenir. Ensemble, nos écoles étaient capables de relever ce défi avec vous. Et c'est pourquoi nous avons répondu favorablement, collectivement et, comme je vous le disais, avec enthousiasme. Plus de 850 candidatures au poste d'enseignant ont été déposées à l'UCN. Au plan pédagogique, tout est pratiquement mis en place. Reste maintenant à terminer les infrastructures. Il y a eu un retard dans la construction qui a amené les chefs de l'État à demander à ce que le contrat ou bien la engagé donc soit résilié et qu'on aille dans le sens d'une procédure, d'une nouvelle procédure, donc qui devra être accélérée pour qu'on puisse construire l'université dans les meilleurs délais de façon à ouvrir. Mais pour notre part, pour dire que au plan pédagogique, au plan de l'ingénierie de formation, également au plan des ressources humaines qui demain vont travailler dans cette université, nous sommes prêts que le travail ait été fait. Une dizaine de conventions a déjà été signée avec des institutions. Celle-ci, la dernière, lance les bases d'un partenariat entre l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass et l'université Moncton, Canada. Statistiques sur la migration et la main-d'œuvre en Afrique. Les experts de 23 pays sont à Dakar pour valider le premier rapport des organismes des Nations Unies tels que le BIT ou l'OIM, de même que ceux de l'Union africaine travaillent sur ce document qui sera publié en juin à Genève. Fatou Sakho. Renforcer la gestion et la régulation de la migration de la main-d'œuvre en Afrique dans un cadre légal, c'est ce qui est à la base de ce rapport qui est une première. Depuis l'année dernière, on a mis ensemble les responsables des services nationaux de statistiques de 31 États membres de l'Union africaine qui ont produit des données en utilisant un questionnaire harmonisé sur la migration de la main-d'œuvre. C'est un des objectifs du programme conjoint dont je viens de parler, qui consiste à combler cette lacune en matière de statistiques qui soient fiables pour renseigner les politiques de migration, aussi bien au niveau des pays qu'au niveau des communautés économiques et régionales. Aujourd'hui, les flux migratoires dictent les programmes d'action des gouvernants. Les statistiques deviennent indispensables. Pour éviter de naviguer à vue, pour éviter d'aborder des questions dont on ne connaît pas bien l'ampleur et la nature, et il faut des statistiques afin que les décideurs connaissent la réalité et orientent les actions en fonction des données disponibles sur le terrain. Donc ce rapport, c'est un outil pour les pays d'abord. Des pays tous frappés par le chômage des jeunes en quête d'horizons meilleurs. Dès lors, la maîtrise du volume des déplacements devient difficile. Dans beaucoup de pays de la CEDEAO, on sait qu'il y a un manque important de ces informations-là. Ça va nous permettre de mieux coordonner, de combler certaines lacunes pour faire des politiques et des plans nationaux plus attractifs, participer davantage dans ces relations économiques et sociales avec les autres États membres de la CEDEAO. La migration, qui jusqu'ici souffrait de données fiables et actuelles sur le continent, peut pourtant être à la base d'échanges ciblés et fructueux. Il faut avoir des informations en tant que combien de personnes migrent, quels sont les types de qualifications que ces personnes ont, et aussi avoir des informations sur le marché du travail des pays de destination. Et en connaissant, en faisant un peu une analyse entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a en Europe, par exemple, on peut s'assurer que les gens partent avec un but qui soit encore une fois bien ciblé. Cet atelier de validation du premier rapport sur la migration réunit jusqu'au 1er juin toutes les régions d'Afrique. C'est le deuxième du genre après celui de septembre 2015 à Addis Abeba, où les données des 54 États ont été validées par les experts.
Santé, lutte contre le sida. La lutte devrait s'orienter de plus en plus vers les groupes vulnérables que sont les populations clés. Une attention particulière est accordée aux utilisateurs de drogues injectables. Plus de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont au Sénégal à l'initiative du Comité national de lutte contre le sida. L'objectif est de mieux prendre en compte cette catégorie marginalisée dans les soins. Oumar Diawa. L'injection de drogue allonge la chaîne de transmission du VIH de façon directe par voie sanguine ou indirecte par voie sexuelle, du fait de l'imprudence qui accompagne les contacts. Plus de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont au Sénégal pour débattre particulièrement d'une question. Comment accélérer la stratégie au niveau de ces populations qui sont des populations clés dans les stratégies de lutte contre le sida de ces 13 pays. Et donc, pour accélérer la riposte et atteindre cette population qui est une population souvent marginalisée dans nos pays. Marginalisés et laissés pour compte, les usagers de drogue injectables l'ont trop longtemps été et pourtant ils font partie de la société. On a affaire à des exclus rejetés par leur famille, des exclus qui sont pauvres et des exclus qui sont encore traqués par la police. Autant de choses qui ne facilitent pas la surveillance sanitaire de ce groupe vulnérable à diverses infections. De sortir de la discrimination, de l'illégalité, de la clandestinité et d'accéder aux soins. Cet accès aux soins est essentiel pour assécher le réservoir potentiel de transmission du VIH. Au Sénégal, le centre de prise en charge intégrée des addictions a vu le jour en décembre 2014, mais à l'échelle régionale, les exemples sont peu nombreux. Les différents pays qui sont là sont à peu près dans la même situation en dehors du Cap-Vert, donc qui a un programme beaucoup plus avancé. Nos pays sont à peu près dans la même situation, donc c'est pour cela que nous sommes ensemble. Cette rencontre arrive quelques jours avant le rendez-vous de New York du 8 au 10 juin prochain, au cours de laquelle deux problématiques majeures seront posées. D'abord, faire le point de l'état d'avancement des travaux en ce qui concerne la lutte contre le sida. Et deuxièmement, poser les jalons d'un programme de 5 années. D'une manière générale, l'infection dans le monde est en train de baisser, mais elle reste encore importante dans les groupes à risque. Le profil du Sénégal se calque sur cette réalité épidémiologique. Et puis, le nombre d'adhérents aux mutuelles de santé augmente. Et depuis avril 2015, plus de 8 milliards ont été remis à des structures de santé en guise de remboursement des soins proposés aux populations. L'information est du directeur général de l'Agence de la couverture maladie universelle. Il prenait part à l'Assemblée générale des mutuelles de santé de la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane. Aminata Mbengfal. La commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane a reçu la délégation de l'Agence de la couverture maladie universelle pour l'Assemblée générale consacrée à la mise en place des organes de direction des mutuelles de santé. Les mutuelles de santé sont en train de recruter leurs premiers adhérents et nous avons constaté que presque sur l'ensemble du pays, le nombre d'adhérents dans les différentes communes a atteint un niveau tel qu'il était possible d'organiser des assemblées générales. Et à ces adhérents sont venus s'ajouter les chefs de ménage bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale. Avec le lancement de la CMU, l'État du Sénégal a relancé le plan Sésame avec une augmentation de la subvention. C'était 850 millions, le président Macky Sall a porté ça à 1,7 milliard de francs. Et évidemment, ce qui fait que le plan Sésame aujourd'hui a un niveau de financement qui nous permet de faire face aux requêtes que nous recevons des structures de santé. L'agence de la CMU a depuis le mois d'août 2015 remis aux structures de santé plus de 8 milliards de francs CFA destinés au remboursement des soins. Donc nous avons dépensé plus de 8 milliards de francs CFA en remboursement pour les enfants de 0 à 5 ans, pour le plan Sésame, pour les césariennes gratuites et pour la dialyse. Et dans ceci, je ne compte pas la subvention pour les mutuelles de santé. On attendra que les assemblées générales se tiennent dans l'ensemble du pays et à partir de ce moment, quand les cotisations viendront, nous allons subventionner au fur et à mesure. Après la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, la délégation de l'agence de la CMU compte installer des mutuelles dans d'autres localités du pays. Objectif, atteindre les 75% de couverture d'ici 2017.
Direction Kolda pour parler d'agriculture avec cette remise de 40 machines décortiqueuses de Fogno destinées aux régions du Sud. Cette dotation de l'Office national de la formation professionnelle ONFP devrait jouer un rôle important dans la modernisation de l'agriculture sénégalaise. Ces machines décortiqueuses vont aider à atteindre sans doute l'autosuffisance alimentaire. Abdoulaziz Ban. Ces 40 machines décortiqueuses de Fogno sont destinées aux producteurs et productrices des régions de Kolda, Sédhiou, Tamba et Kédougou. Elles vont contribuer de manière significative à booster les rendements dans ces localités. Le projet est subdivisé en 3 années. L'année 1 permet de réaliser 40 machines, ça correspond à l'année 2015. L'année 2, un deuxième lot également de 40 machines. Et bien entendu, il y a une 3e année où il y a des études d'impact. Tout ceci donc dans la diffusion à grande échelle de la machine à décortiquer le Fogno. Ce projet s'inscrit dans les politiques publiques instaurées par les plus hautes autorités du pays. Je voudrais parler du président Macky Sall. Le but poursuivi, c'est la relance de la production du Fogno à travers l'ère culturelle que constituent les 4 régions naturelles. Les machines sont fabriquées au lycée industriel Maurice Delafosse avec l'appui du Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire. Ainsi, avec cette technologie, il s'agit de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'atteindre l'autosuffisance. Tous les pays qui ont pu réaliser l'émergence ne l'ont pu que par l'agriculture. Et de ce point de vue, il fallait opérer la mécanisation de l'agriculture et en même temps créer les outils qui permettent de pouvoir mettre à profit ce qui a été cultivé. La filière Fogno constitue une des pistes pour atteindre l'objectif stratégique que s'est fixé le gouvernement du Sénégal de faire du sous-secteur de l'agriculture le fer de lance du développement économique et social. Il convient de noter que le développement de cette spéculation, le Fogno, peut jouer un rôle de premier plan dans la stratégie nationale de lutte pour l'atteinte d'une autosuffisance alimentaire durable et l'amélioration de l'état nutritionnel des populations. Sur place, une démonstration a été faite devant les autorités et les acteurs. Il en ressort que ces machines peuvent décortiquer 5 kg de Fogno en 1 minute. De quoi espérer des lendemains meilleurs pour la filière Fogno dans notre pays. Nous reparlons de la 2e édition du Forum économique du Sénégal au Canada. Les membres de la délégation sénégalaise ont animé des panels sur le climat des affaires et sur les opportunités d'investissement au Sénégal. Une vitrine afin d'attirer les entreprises canadiennes dans notre pays. Envoyés spéciaux, Pape Sirédia et Salou Sek. Les rideaux sont tombés sur le Forum économique du Sénégal au Canada. Pour cette édition, le bilan est jugé satisfaisant. Les investisseurs canadiens ont participé massivement à cette manifestation. Ils ont eu des rencontres B2B avec la délégation sénégalaise. Cette année, les entreprises canadiennes sont très intéressées par d'abord le domaine de l'agriculture, l'énergie, la construction, l'habitat social, les infrastructures, mais aussi dans le ferroviaire. On a au moins 188 demandes de rencontres B2B. Donc ça c'est énorme, c'est vraiment énorme dans la gestion, mais aussi en termes de contenu et de propositions. D'ores et déjà, l'on peut constater la mobilisation des entreprises canadiennes, de grosses entreprises comme celles qui investissent dans l'extraction minière, l'or notamment, mais des PME qui s'intéressent à la transformation des produits agricoles par exemple. Et donc on balaye tout le créneau et tous les niveaux d'investissement. L'objectif de ce forum est de promouvoir les investissements et les partenariats et cette 2e édition est venue renforcer les acquis du premier forum tenu en 2015. Nous avons des raisons d'être satisfaits. À défaut d'être contents, satisfaits pour 3 raisons. La première raison, c'est la consolidation des engagements qu'avaient pris les investisseurs canadiens l'année dernière pour notre pays. On en avait eu 58. On en compte 33 qui sont en train de réaliser leurs projets.
La deuxième raison d'être satisfait, c'est l'engagement de nos compatriotes établis au Canada. La troisième raison d'être satisfait, c'est le désir du gouvernement canadien de renforcer sa coopération avec le Sénégal en termes de transactions économiques et financières. Ce forum est une initiative du Bureau économique de l'ambassade du Sénégal au Canada. Des moments d'échange qui ont permis de renforcer les relations de coopération que le Sénégal et le Canada entretiennent depuis plusieurs années. Je suis très heureux de voir que sous la conduite politique de Madame le ministre, tous les instruments pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent étaient là en face de nos partenaires canadiens pour leur expliquer quelles sont nos attentes, quelles sont les plages de partenariat entre le Canada et le Sénégal dans cette perspective. Et à cet égard, je considère que l'opération a été une très très belle réussite. Outre les réflexions et les rencontres B2B, ce forum a été une occasion pour la diaspora sénégalaise de faire une exposition des produits sénégalais, une manière aussi de présenter les potentialités économiques du Sénégal. Ouverture officielle du bureau d'appui des Sénégalais de l'extérieur, le BAS de Milan. Et puis la réunion a réuni les parties prenantes du projet. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Mamadou Samamo, qui n'est pas encore sur place. Nous parlons de ce verdict du procès Hissène Habré qui a été prononcé ce matin par les chambres africaines extraordinaires. L'ancien président du Tchad a été condamné à la prison à perpétuité. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, d'homicide et de torture. Pabouna Tchao. Hissène Habré, la chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Le verdict est tombé, Hissène Habré passera le reste de sa vie en prison. La Cour le reconnaît coupable de crimes contre l'humanité, de torture, d'enlèvement, d'exécution sommaire et d'exaction. L'ex-dictateur tchadien a été cependant acquitté des accusations de crimes de guerre et de transfert illégal. Pour en arriver à ces conclusions, la Chambre s'est basée sur des éléments de preuve concluants, tout en considérant l'ampleur, la durée et le degré d'implication de l'accusé dans les faits qui lui sont reprochés. Hissène Habré a créé et maintenu un environnement d'impunité totale à l'échelle du Tchad, propice à la commission de nouveaux crimes. Il ne fait par conséquent aucun doute que Hissène Habré avait l'intention de commettre les crimes prévus par l'entreprise criminelle commune et de participer au but criminel commun qu'il partageait avec les autres membres de l'entreprise criminelle commune. La Cour est formelle, les assassinats, tortures, viols et horreurs commis sur le territoire tchadien de 1982 à 1990 ont bien un responsable, le président Hissène Habré, chef suprême des armées. Il est le principal auteur d'un système où la terreur et l'impunité régnaient en maître au détriment de la population civile. En sa qualité de chef des armées, Hissène Habré dirigeait lui-même les combats qui ont abouti à la reprise de Faya-Largeau au compte en juillet 1983. Compte tenu de son implication personnelle dans cette bataille et du fait qu'il combattait le Gounte et ses membres depuis des années, la Chambre est convaincue que Hissène Habré savait que 150 cadres militaires de Gounte avaient été arrêtés et ou étaient sur le point d'être exécutés par ses subordonnés. À l'annonce du verdict, il y avait de l'émotion, du soulagement sur les visages. Ainsi donc, le feuilleton judiciaire Hissène Habré se referme avec une fierté pour l'Afrique, celle d'avoir réussi à organiser ce procès sans sortir du continent. À la suite du verdict, les avocats de la défense de la partie civile, les défenseurs des droits de l'homme, ainsi que d'autres jurés se sont prononcés sur l'issue de ce procès qui condamne Hissène Habré à vie. De la lecture du délibéré aux réactions d'après-procès, voici quelques réactions avec Abou Mbaye. Un tribunal pris d'assaut dès les premières heures. Une longue file d'attente pour accéder à la salle numéro 4, réservée aux chambres africaines extraordinaires, où il fallait montrer
patte blanche avant d'y accéder. Sécurité oblige. Après la lecture du délibéré par le juge, le verdict tombe comme un couperet sur la tête enturbanée de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui a gardé toujours son silence. Un verdict qui révulse les avocats de la défense. Et je suis évidemment très déçu parce que l'accusation et la partie civile ont manifesté en tout cas leur faillite dans la mission de rapporter la preuve de la culpabilité. C'est en cela que tous les deux avaient demandé à la Chambre de ne pas se fier au débat d'audience, de tirer simplement sa conviction sur les procès-verbaux d'enquête préliminaire au Tchad et sur les éléments de la procédure belge. Nous, de notre côté, bien que nous n'avions pas l'obligation de prouver une innocence, parce que nous sommes accusés, nous l'avons quand même fait. Nous avons démontré que les faits tels qu'articulés ne pouvaient pas entraîner la responsabilité pénale du président Habré. Du côté de la partie civile, l'on savoure la sentence qui réhabilite les victimes dans leur chair. Vous comprendrez aujourd'hui ce soulagement que nous avons avec cette culpabilité de M. Hissène Habré qui a été reconnue. L'avenir aujourd'hui de la justice pénale internationale en Afrique, vous savez, la Cour pénale internationale est de plus en plus décriée par les Africains, mais la légitimation de ce combat dépend de notre capacité à pouvoir juger nos profits sur le territoire africain, mais également en respectant les principes d'un procès juste et équitable. Et à travers ce procès aujourd'hui, l'Afrique a montré qu'elle est prête à prendre à charge ses propres destinées. Les défenseurs des droits de l'homme y voient une leçon de justice internationale venue d'Afrique, un signal fort envoyé au monde entier. C'est pour nous un grand soulagement, mais également c'est un avertissement solennel à tous les chefs d'État africains en exercice, pour qu'ils sachent que ce procès a été un procès historique, les chambres africaines extraordinaires, qui sont limitées certes dans le temps, mais qui constituent un grand pas pour les Africains. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont aux commandes en Afrique doivent savoir qu'ils doivent rendre compte par rapport à leur gestion quand ils étaient au pouvoir. Aujourd'hui que la leçon est venue de l'Afrique. La leçon est venue de l'Afrique. Elle est venue de l'Afrique et elle est venue du Sénégal. Il faut féliciter le Sénégal d'avoir également eu à adopter une loi à compétence universelle en complémentarité avec l'accord signé par l'Union africaine. Ce procès est un procès historique et le Sénégal également a la fierté d'avoir réussi l'organisation matérielle de ce procès-là. Mais aussi à tout dirigeant africain qui serait tenté un jour par la dictature. Ce sont les victimes qui ont réussi un jugement aujourd'hui. Ce sont les victimes comme l'affaire Pinochet, les victimes dans l'affaire Hissène Habré, tous ensemble qui sont arrivés jusqu'à ce point. Et ces décisions, c'est important pour l'Afrique, pour les victimes et pour le monde entier, et qui donnent un message très important de justice et de l'importance de la compétence universelle. Ainsi, ce verdict, une première en Afrique, dans un tribunal d'exception, va certainement propulser la justice africaine dans les annales judiciaires. Justement, le Sénégal, qui entre encore dans l'histoire de l'Afrique, il a fait juger un ancien chef d'État africain par les juridictions nationales d'un autre État africain en combat, gagné et salué par la justice. Un atelier de restitution du procès s'est tenu cet après-midi à Dakar. Voici le reportage de Anaïs Nyanyamane. Le procès Hissène Habré est l'illustration parfaite de la mise en œuvre effective de la justice pénale internationale, une justice basée sur ses piliers fondamentaux qui sont la complémentarité, la coopération et l'universalité. À l'instar de la coopération dont a fait montre la communauté internationale, la complémentarité tant voulue dans le cadre de la justice pénale internationale s'est parfaitement matérialisée à travers le mécanisme des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, fonctionnant sur la base du système juridique national sénégalais et composé essentiellement d'un personnel judiciaire et non judiciaire sénégalais. Todos ellos en conjunto para evitar un objetivo común, la impunidad. Cette séminaire, c'est en fait comprendre ce que signifie la compétence universelle. Comment est-ce qu'on va mettre ensemble la compétence universelle, le droit pénal international et aussi le principe de la complémentarité. Pourquoi? L'objectif sera pour combattre l'impunité et pour donner justice aux victimes. Cette innovation juridique et judiciaire africaine a permis d'éviter l'extradition d'Habré vers un autre État non africain. Les experts judiciaires s'en réjouissent. Que la justice pour tous
reste l'instrument le plus efficace permettant de répondre à l'exigence de réparation des torts subis par des millions de jeunes, de femmes et d'enfants victimes de violences qu'ils n'ont ni provoquées ni voulues. Nous devons dès lors poursuivre résolument le travail engagé et faire de sorte que l'expérience des chambres africaines extraordinaires ne s'arrête pas à l'affaire Habré. Y cómo conjugar los principios de la jurisdicción nacional, internationale. Un exemple historique où la justice a été donnée et la réparation aux victimes a été même reconnue. Ça a été un tribunal africain par des juges africains et qui ont donné la justice ici.